Alors, bonjour à tous et à toutes, bon lundi. Écoutez, nous avons décidé de vous faire débuter votre semaine avec Laure Leroy, qui est de passage au Québec. Laure Leroy dirige la maison d'édition Zulma, que vous reconnaissez et que nous reconnaissons à ses couvertures très particulières. Alors, la maison d'édition a fêté ses 30 ans et je me suis dit que ce serait intéressant qu'on puisse, avec Laure, parler d'elle un peu et puis de la création de cette maison, de ces nouveautés de l'automne, où on retrouve Marcus Malt, Hubert Haddad, puis aussi une écrivaine iranienne, Azar Nafizi. Donc, ces nouveautés d'automne. Et puis, vous savez, quand on reçoit une invitée, on aime bien qu'il nous donne des scoops. Donc, Laure nous parlera aussi de ces nouveautés à venir en 2025. D'abord, Laure, bonjour. Bonjour Gilda, puis bonjour à tous. Moi je vous vois pas, mais voilà, je sais que vous êtes là, donc bonjour et merci d'être là surtout. Alors, donc, Laure, en 1991, tu as 23 ans et tu te décides, alors que tu connais, je vais le dire comme ça, pas grand-chose dans le milieu de l'édition. Tu dis dans un article que j'ai lu que tu avais fait quelques stages, tu décides de fonder avec d'autres les éditions Zulma. Est-ce qu'on peut te demander ce qui t'a pris? En fait, c'est à l'époque j'étais étudiante, j'étais en linguistique et je m'apprêtais à chercher un travail dans l'édition en poursuivant vaguement des études. Et j'ai des amis qui sont pas du tout dans le milieu, mais qui ont un vrai sens de l'entreprise. Et comme j'étais toute la journée à parler d'édition, à dire à quoi devrait ressembler une maison d'édition, c'était Mademoiselle Faucon Yaka, hein, on peut quand même avouer, en plus de Papa m'a dit, mais j'étais passionnée par ce métier que je connaissais à travers plein de stages que j'avais fait au long de mes études. Et cette amie m'a dit, mais Laure, allons-y, créons une maison d'édition. Et et je me suis dit, c'est comme un conte de fées, c'est une proposition qui se refuse pas. J'avais pas cet esprit euh, d'entreprise. J'avais la passion pour ce métier, j'avais la passion pour la littérature, mais j'avais pas pensé que je pouvais être Une femme entrepreneuse. un chef d'entreprise, voilà. Et c'est quand même un des plaisirs d'une petite maison d'édition indépendante. C'est aussi ce goût du risque, c'est aussi le plaisir de n'en faire qu'à sa tête. Finalement, personne n'est jamais là pour m'expliquer ce que je devrais faire. Des fois, ce serait bien, mais mais le fait est que on peut faire des choix, on peut prendre des risques, on peut avoir des idées, innover, on peut et cette subtile différence que font les anglo-saxons, hein, qu'on connaît tous entre publisher et éditeur. euh, Moi, j'adore le côté éditeur, évidemment, mais j'aime aussi beaucoup le, l'aspect maison d'édition. Et ce que j'aime dans le fait d'avoir créé cette maison, de la diriger, c'est aussi que euh, je trouve qu'on défend mieux la littérature, qu'on la publie mieux, quand on sait aussi comment on la fabrique, comment on la promeut, comment on la défend, quand on connaît euh, toutes les pièges, les arcanes de ce métier, je trouve qu'on en devient aussi un meilleur éditeur au sens littéraire parce que on on n'est pas euh, on n'est pas out of the blue, quoi. On sait déjà toutes les difficultés qu'on va avoir, on connaît l'ensemble de l'écosystème de l'édition, et puis après, tout l'écosystème de ce qu'on appelle l'interprofession, c'est-à-dire notamment la librairie. Et moi, ce que j'aime vraiment dans ce métier, c'est l'ensemble du métier. C'est être en prise avec toute la grande diversité de ce métier. Toute la chaîne. Alors, en 2006, donc 15 ans après, tu refondes complètement la maison et c'est là qu'apparaissent ces couvertures si reconnaissables parmi d'autres. Et donc, tu fais appel à un graphiste, David Pearson. Peut-être tu pourrais nous dire comment tu l'as rencontré ou est-ce que tu as découvert son travail?
et comment vous avez ensemble, hein, parce que c'était très clair pour toi que tu voulais un certain type de couverture. Donc peut-être ce sera intéressant que tu nous dises comment ensemble vous avez déterminé cette façon de mettre en valeur vos livres. Bah, déjà, il y avait un élément qui était pour moi essentiel, c'est quand j'ai refondé la maison, j'avais envie de publier peu de livres, 12 par an, et j'avais envie qu'ils soient tous reconnaissables comme une collection en fait. Souvent les gens disent Julma, c'est une jolie collection, et c'est rigolo parce que c'est vraiment ce que je me suis dit. Et puis j'avais envie de publier des livres d'auteurs du monde entier, ce qui n'est pas si fréquent dans le paysage éditorial français. Et vous savez, les Français, ils sont pas très doués pour les langues, hein. Ils sont vraiment un peu, voilà, ils parlent français, c'est déjà beaucoup. Mais le fait est que j'allais publier beaucoup d'écrivains au nom imprononçable. Un, impossible de se souvenir du nom de quelqu'un. Donc, Odurava Olavsdottir, avec près d'1 million d'exemplaires vendus, évidemment, on ne sait toujours pas prononcer son nom. On sait que c'est l'autrice de Rosa Candida, c'est déjà pas mal. Mais quand on s'apprête à publier Aung Soo-kyung, écrivain coréen, Abdelaziz Barakasakin, écrivain soudanais, Vaikom Mohamed Bachir, écrivain du Ouais. Dis voilà. donc, Et pour quelqu'un qui hein. n'arrive pas à prononcer, c'est pas mal, hein. Tu t'es pratiqué. Donc, voilà, je les pratique depuis 15 ans. Donc, l'idée, c'était de se dire aussi, une maison d'édition, on doit pouvoir faire une sorte de pacte de confiance avec les lecteurs et avec les libraires qui sont nos lecteurs, nos premiers lecteurs. Et de dire, ben voilà, vous ne connaissez pas cet auteur et on ne peut pas vous en vouloir. En revanche, vous connaissez la marque Zulma et vous pouvez faire confiance à Zulma pour vous risquer dans une aventure au long cours à la découverte de tel ou tel écrivain dont, encore une fois, on n'a jamais entendu parler dans le monde francophone. Et puis, dès lors que je me dis on va jamais retenir le nom de la moitié des auteurs que je publie, il fallait qu'il y ait une couverture qui soit un signe très distinctif, reconnaissable. C'était les maquettes de la maison. Alors maintenant, vous savez, en France, il y a une tradition plus que centenaire aujourd'hui de la couverture littéraire, hein. Le modèle, c'est Gallimard, mais ça peut aussi être les éditions de Minuit ou POL. C'est des couvertures qui sont blanches ou crème, uniquement typographiques, avec un petit bandeau à l'occasion. Un petit bandeau, mais avec des déclinaisons entre rouge et crème et blanc et bleu. Et vous prenez ces deux thèmes, voilà, vous mélangez la couverture Gallimard avec la couverture Mercure de France, qui est très ancienne aussi, et vous obtenez à peu près tous les modèles de couverture des éditeurs français pour ce qui concerne la littérature française. Et la littérature française, elle est aussi, et je dis française exprès, hein, je suis pas en train de dire francophone, c'est vraiment de l'espace hexagonal. La littérature française, elle est plutôt intimiste, il y a beaucoup d'autofiction. Finalement, il y a beaucoup de choses que moi j'aime pas tellement. Et la littérature que j'avais envie de publier, y compris la littérature d'expression française, c'était une littérature d'imagination, une littérature où on vous raconte des histoires, une littérature où on vous emporte pour découvrir d'autres vies, d'autres univers. Ce qui est au cœur de la littérature, c'est de vivre des vies qu'on n'a pas vécues, de se transporter dans le monde entier et de se rapprocher de de l'humanité dans toute sa diversité, avec une sensibilité qu'on a en commun, mais on n'a pas toujours en commun toutes les variantes de ces sensibilités. Donc, mais moi, c'est ce que j'aime fondamentalement dans la littérature. Et donc, cette littérature que je voulais publier, qu'elle soit en traduction ou d'expression française, je trouve dans l'idée, elle se rapproche plus de ce qu'on connaît de la littérature étrangère que de ce qu'on connaît de la littérature strictement française. Et donc, je me suis dit, ne prenons pas les codes de la littérature française, prenons les codes de la littérature
étrangères qui, à ce moment-là, sont souvent très colorées. Donc, ramenons-nous il y a 15-20 ans de ça. Il y avait Gallimard, voilà, qui est une sorte d'emblème. En français, c'était la blanche. Et puis pour les collections de littérature étrangère, eh bien, on avait aussitôt des jaquettes avec des images, des machins. Et puis Actes Sud, très connu pour la littérature étrangère, a aussi des images et de la couleur sur toutes ces couvertures. Là où nous, on a innové, c'est que je me suis dit, je n'ai pas envie d'avoir des images. La littérature, c'est aussi, je le disais, affaire d'imagination. J'ai pas forcément envie qu'on me montre le visage d'un personnage Ou un j'aime bien lieu. ou un lieu. J'aime bien pouvoir imaginer tout ça et faire mon propre film à partir du scénario qui m'est proposé par le livre. Je trouve que c'est aussi un des grands plaisirs de la lecture. Du coup, je voulais pas de choses qui soient figuratives. Et la dernière chose que je voulais absolument, c'était que le livre soit un peu son propre objet marketing, on va dire, soit sa propre publicité, et que il signifie quelque chose par lui-même. Et ce que signifie, je pense, le livre, et ce que j'ai demandé, qui était vraiment dans le cahier des charges demandé à David Pearson, c'était les maîtres imprimeurs. C'était le beau papier avec une typographie très soignée, avec quelque chose qui représente l'image d'un savoir-faire dans ce papier imprimé. Mais je voulais pas que ce soit ce qu'on appelle justement les beaux papiers. Je voulais pas que ce soit comme les éditeurs de poésie, avec un truc, c'est tellement beau et austère que on hésite même à le prendre dans ses mains. Je me rappelle de mon père, il voulait bien que je lise, mais il voulait pas que j'abîme les livres. Mais c'est pas que j'ai une passion pour abîmer les livres, mais un livre, on passe des heures et des heures avec lui, et finalement, ça devient un objet qui est presque proche de nous physiquement. C'est presque, il prend notre odeur, l'odeur de notre parfum. On a une proximité physique avec cet objet, et, euh, et voilà. Et je voulais que ce soit pas un objet intimidant, je voulais que ce soit un objet qui donne envie. Et j'ai découvert David Pearson grâce à cette très belle collection, bon, qui date un peu maintenant, mais qui est toujours très belle, qui s'appelle les Great Ideas chez Penguin, et qui représentait un peu tout ça. C'est dans le domaine de l'essai, mais ça représentait toute la beauté, l'intelligence du travail de maître imprimeur à travers les âges. Et puis c'était vraiment de très beaux objets. Donc je croyais que David Pearson était un vieux monsieur. C'est vraiment, vous voyez comme voilà, on voit un truc qui est super beau. Et on se dit, ça peut être qu'un vieux monsieur. Ça peut être qu'un vieux monsieur qui avait ça. Eh ben non, c'était un tout jeune homme. Et je crois que je l'ai appelé, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, il faut je sais pas, le nom de l'auteur, le titre du livre. S'il n'y a pas le nom de la maison d'édition, c'est pas grave. Il faut que tous les livres soient pareils, il faut qu'ils soient tous différents, et il faut qu'il y ait de la belle impression. Et je crois que 2 jours plus tard, il m'a envoyé un modèle une première maquette avec ce fameux triangle et les motifs qui sont pas forcément toujours des motifs, mais enfin qui sont un machin très coloré et qui, malgré tout, on peut pas prendre n'importe quel motif pour n'importe quel livre. Mais c'est ça. Il y a quand même chaque fois. C'est un choix renouvelé par rapport au titre. Hein. Oui, absolument. On fait un petit brief à David en lui racontant le livre, l'atmosphère, des anecdotes, et il invente, il nous propose 1 ou 2 maquettes, et puis on lui dit ah ben non, c'est magnifique, mais bizarrement ça va pas avec le livre. Ou alors c'est magnifique et ça va avec le livre. Et après on a une petite bibliothèque de maquettes qu'on n'a pas prises pour un livre. Donc par exemple, vous connaissez tous, je pense, la jolie maquette de Rosa Candida, avec les ronds verts et orange. Et cette maquette, elle m'avait été proposée pour un autre livre, qui est un recueil de nouvelles d'une autrice indienne, avec beaucoup d'histoires de famille et tout. Et quand j'ai eu ça, je me suis dit,
c'est juste à tomber par terre. C'est magnifique cette couverture. Mais mon autrice indienne, elle est un peu classique et finalement, ça lui va pas si bien que ça, cette couverture. Et on était à l'époque en train de travailler sur l'édition de Rosa Candida. Et quand j'ai vu la couve, je me suis dit, non, mais ça, c'est pour ma renarde islandaise, c'est pour Odurava, c'est sûr, ça lui va tellement bien. Donc, il y a aussi des couvertures comme ça qui ont été à un moment créées par David pour un livre. Finalement, on les prend pas pour ce livre, on va les prendre pour un autre. Des fois, c'est immédiat et il fait une proposition, on se dit, mais c'est incroyable. Il a tout compris. Il a tout compris. Ouais. Alors, Laure, tu le disais à l'instant, donc il y a vous publiez des auteurs en langue française, Marcus Malt, Haddad et d'autres. Et puis donc il y a toute cette littérature du monde. Et quand même, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des auteurs qui publient en tamoul, là maintenant des Coréens, des Iraniennes, dans différentes langues. Et puis, tous ces auteurs-là ne sont pas forcément traduits en anglais. Donc, comment ça se passe pour toi, ce travail de recherche? Tu as des réseaux de Ghanéens, d'Indonésiens. Comment ça se passe quand le livre est traduit en anglais? Ça va à peu près, j'imagine. Mais quand il ne l'est pas, et pourtant, tu as des auteurs que tu fais émerger parce que, qui sont ces contacts-là? En fait, déjà, parmi les 12 livres que je choisis de publier chaque année, il y a, et je parle des grands formats parce que j'espère qu'on parlera des poches. Oui, on va parler des poches et des essais. Pour ces grands formats de création, je vous ai aussi dit que la maquette de Juma, ça devait être une promesse et un gage de confiance. Et donc, comment dire, la base de ça, c'est que je publie pas un livre que j'ai pas lu. Je choisis pas de publier un livre si je ne l'ai pas lu, si je l'ai pas aimé, si j'ai pas profondément aimé ce livre, je publie pas. Et ça donne l'impression. Je vais vous donner l'exemple je sais pas, de Pramodia Anantatur. Cet écrivain indonésien. Donc je l'ai découvert par une traduction française. Chez Robert. Non, chez Gallimard, mais chez... Je pense que c'est il dit au libraire la voix off, bien sûr celle de Marine Gurnal. Voilà. Et j'avais eu un coup de foudre absolu pour cet auteur. Et je m'étais rendu compte qu'il avait une œuvre bien plus conséquente qui n'était pas traduite en français. Et par contre, elle était traduite en anglais. Donc après, le challenge pour Pramodia Anantatur, ça a été de trouver un traducteur d'abord, et puis une fois que j'ai trouvé le traducteur, il est mort. Donc c'était un peu paniquant. Puis trouver le contrat, trouver les ayants droit. Donc Pramodia avait eu un agent, puis il avait plus d'agent, puis il était mort, puis on savait plus. J'en ai parlé avec des institutions culturelles en Indonésie. Enfin, je me suis débattue pendant, je sais pas, une dizaine d'années pour retrouver comment publier Pramodia Anantatur, dont j'avais lu en anglais le Bourreau Quartet, puisque c'est publié. Voilà. Sauf que on s'en aperçoit pas parce que ça a été publié il y a 20-30 ans en anglais. C'est pas la nouveauté là qui sort toute fraîche. Et donc finalement, parce que je l'avais pas oublié, parce que je l'avais aimé si fort, eh bien je suis tombée un jour sur quelqu'un qui m'a dit qu'il venait de signer un contrat avec les ayants droit de Pramodia Anantatur. Et là je me suis dit, oh, victoire, c'est magnifique. Je signe tout de suite. Alors le Bourreau Quartet, comme le nom l'indique, c'est un quartet, c'est 4 volumes qui font 300-400 pages chacun. C'est génialissime. Bon, je vais pas vous raconter tout ça maintenant, mais franchement, lisez-le, c'est une merveille. Et donc j'avais le contact. Donc ça a été après très long parce qu'il fallait traduire les trucs en indonésien, machin, c'est vraiment compliqué. Et puis j'ai une de mes traductrices dont j'ai découvert qu'elle traduisait aussi de l'indonésien. Donc voilà, le truc était magique, mais ça a pris 15 ans. 15 ans, pas de 15 ans en travail acharné, mais 15 ans à pas l'oublier.
Quelqu'un comme Abdelaziz Barakasaki, qui est cet écrivain soudanais dont j'ai publié Le Messie des Darfour, les Django, la princesse de Zanzibar. Abdelaziz, il est archi connu au Soudan. C'est un des plus grands écrivains soudanais contemporains. Sauf qu'il n'est pas traduit en Occident. Mais en fait, pour lui, comme beaucoup d'écrivains majeurs dans une culture, il y a toujours un fan club qui le traduit en anglais. Donc Abdelaziz, je l'ai découvert grâce à son traducteur, Xavier Luffin, qui m'en a proposé, je sais pas, 3 chapitres français, plus 2 nouvelles, plus voilà, un petit 50 pages de différentes œuvres. Et moi, j'ai eu un vrai coup de foudre pour son œuvre, mais il se trouve que au moins 2 de ses livres avaient été traduits en anglais, même s'ils étaient ni publiés ni disponibles pour le commun des mortels. Ils avaient été... Ah, ils circulaient en anglais. Ils circulaient pas vraiment, mais enfin au moins l'auteur les avait, parce que quelqu'un l'avait traduit. Donc ça, Anthony Tassan, Jésus Tassan, qui cet incroyable écrivain tamoul du Sri Lanka, eh bien, la plupart de ses livres sont traduits en anglais chez Penguin India. Mais bon, Penguin India, c'est voilà, c'est disponible en Inde. En gros, vous ne trouverez même pas sur Amazon.com. Donc, une fois que on identifie un écrivain par différents moyens, par un traducteur, ou je sais pas, chaque livre a une histoire en fait. Et quand ces gens ont un peu de bagage, on va dire, il n'est pas rare qu'il y ait des livres qui aient été traduits en anglais, et donc c'est par ce biais-là que j'arrive à les lire. Mais pour La Bodonden des Tanuki, par exemple, de Inoue Isashi, qu'on sort cet automne, c'est le traducteur qui avait tout traduit. Donc le traducteur, il avait tellement aimé ce livre qu'il l'a traduit en entier. Et il nous l'a envoyé, c'était tout traduit, c'était tout fait, c'était magnifique, j'ai adoré, tout de suite. Voilà. Mais donc, c'est aussi les liens que tu as développés au fil des ans avec plein de traducteurs et de traductrices dans des langues incroyables aussi, du coup. Oui, mais aujourd'hui, on a cette image de marque qui fait que quand vous êtes un traducteur du bengali ou du farsi, du persan, pardon, ou de je ne sais quelle langue qui est peu représentée sur le marché éditorial français, vous pensez à 3-4 éditeurs. Donc, en général, il y a un plus petit éditeur qui est spécialisé dans ce domaine linguistique, et puis il y a en gros Actes Sud, Gallimard et Zulma. Enfin, plus voilà, un ou deux petits spécialisés, mais des gens susceptibles d'accueillir quelque chose traduit du tamoul, il n'y en a pas des masses. Ouais, j'imagine. Mais peut-être parce que on la reçoit régulièrement. Comment est entré au dur dans ton catalogue? C'est très, c'est vraiment. Là, c'est typique du je veux pas publier quelque chose que j'ai pas lu, ce qui est assez rigolo, parce que j'ai reçu 40 pages de traduction de Rosa Candida par la traductrice, et j'ai trouvé ça merveilleux. Mais je me suis dit, Laure, tu t'es promis, tu ne publies pas des trucs que t'as pas lu. T'as pas lu en entier. Et donc, quand j'ai contacté l'éditrice islandaise, elle m'a dit qu'il y avait une traduction anglaise en route. Donc, je me suis dit qu'à cela ne tienne, optionnons le titre et attendons tranquillement que la traduction anglaise arrive. Et je pense qu'elle a mis entre 6 mois et 1 an à arriver. Tous les mois, j'ai envoyé un mail à l'éditrice islandaise en lui disant, alors, elle en est où cette traduction anglaise? Et finalement, elle est arrivée. Je l'ai lu, je sais pas, le soir même. Et le matin, je fais une offre pour acheter les droits. Et alors, ce dont on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais j'en suis un peu fière quand même, donc je vais le dire, c'est qu'à l'époque où on a publié Rosa Candida, il y avait à peu près 3 éditeurs qui avaient un titre islandais au catalogue, à part le polar. Voilà, il y avait Indrid Hasson pour le polar, il y avait les sagas islandaises en Pléiade que personne ne lit, et Halldor Laxness, le prix Nobel islandais que personne ne lit non plus. Enfin, bon, bref, que personne ne lisait, parce que maintenant c'est chez Ulma, donc on commence à lire. Mais
Il n'y avait pas de littérature islandaise vraiment présente sur le marché français. Et Rosa Candida, ça a été un tel succès en France que on est devenu l'agent littéraire de d'Odurava et elle a été ensuite traduite dans le monde entier Grâce à vous. grâce au succès qu'il y a eu en France. Et donc voilà, quand Odur est traduite en coréen, eh bien, c'est traduit à partir de l'islandais, on préfère. Bon, si c'est pas possible, ça va être le français ou l'anglais, mais on essaye que les gens partent de l'islandais, et c'est Zulma qui fait le deal. C'est merveilleux. Et maintenant, il n'y a pas un éditeur Qui n'a pas un qui a pas titre un ou islandais deux dans son auteurs islandais catalogue. dans son catalogue, voilà. Alors, Laure, donc, en 2013, tu décides de faire une collection de poches. Hein, euh, comment est-ce que... puis c'est une collection de poches qui, à la fois, accueille des textes que vous avez publiés chez Ulma, mais qui accueille aussi d'autres textes pris chez d'autres éditeurs. Alors, comment est née cette collection de poches? Tu veux Il y a quelque chose que je vous ai pas tout à fait dit, mais quand j'ai refondé Zulma, j'étais aussi, je me suis dit que notre meilleure chance c'était les libraires. Et j'ai tout de suite embauché quelqu'un qui était en charge des relations avec les libraires. Aujourd'hui, c'est pas très original, mais à l'époque, voilà, c'était pas si fréquent parce que je parle d'il y a 30 ans pour le coup. Enfin, non, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, parce qu'il y a 30 ans, c'était moi qui m'occupais des relations libraires. Et le il y a un moment, je trouvais que les libraires, ils étaient vraiment mais adorables et enfin, je veux dire vraiment braves parce que j'allais en librairie et je voyais des livres sur les tables des libraires, des grands formats qui étaient parus il y a 2 ans, quoi. Et je me disais mais c'est extraordinaire l'effort et l'engagement qu'ont les libraires de 2 ans après la sortie d'un livre de continuer non pas à l'avoir en rayon, mais de l'avoir sur la table avec les nouveautés. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut soutenir cet effort-là, cet engagement-là. Et j'avais constaté aussi que quand on cédait nos droits à d'autres éditeurs poches, finalement, ça se vendait plus si bien que ça. Je veux dire qu'il y a quand même comme un effet magique entre l'identité de l'éditeur, l'identité de l'auteur et le livre lui-même. Là, il y a une petite sauce magique là qui se produisait. Et quand on vendait nos livres à d'autres éditeurs poches, finalement, il y a un truc qu'on perdait. Et donc, face à ces deux éléments-là, je me suis dit, il faut qu'on crée une collection de poches où on va reprendre avec la même maquette pour garder ce même effet d'identité, euh, nos succès et nos auteurs et donc voilà nos livres. Sauf que on en publie 12 par an. Alors, est-ce qu'on fait vraiment une collection de poches avec, imaginons, on fait 12 livres par an, on a 12 nouveautés, on va peut-être en reprendre 5 en poche, les autres n'ayant pas fait un succès suffisant peut-être pour passer en poche. Et est-ce qu'on fait vraiment une collection de poches avec 5 titres par an? Non. Et puis, je me suis dit, mais finalement, il y a plein de trucs que j'aime, que j'ai découvert, moi, il y a longtemps, en poche, parce que moi, j'adore le poche. Alors, j'adore aussi les livres d'occasion. Et j'adore le poche. Je trouve que c'est une des merveilles d'avoir un accès à vraiment pas cher, accessible à tous les chefs-d'œuvre de la littérature et que ce soit même pas des chefs-d'œuvre, voilà, tous les plaisirs de lecture qu'on peut avoir peuvent être accessibles à un prix qui est vraiment abordable et puis ça on sait que voilà on n'est pas obligé de faire trop attention au livre non plus, enfin voilà, oui, on peut bien l'ouvrir, oui, on peut le chiffonner, dormir avec, c'est pas grave, exactement, parce que voilà, c'est un livre de poche, ça fait partie du jeu du livre de poche. Et et donc j'ai regardé, j'ai fait le tour de ma bibliothèque et je me suis dit c'est quoi des auteurs que j'ai vraiment adorés et qui sont plus disponibles en poche. Et en fait j'en ai trouvé un bon paquet. Et c'était
c'était vraiment impressionnant. Et en fait, maintenant que j'ai moi-même une collection de poches, je comprends très bien. C'est-à-dire que les gros acteurs du poche, eh bien, ils ont des, comment dire, une pression économique qui fait que beaucoup de livres, disons, de succès moyen pour eux, eh bien, quand ils ont plus de stock, c'est compliqué de réimprimer, c'est compliqué de tenir vivant un fonds de poche. Et puis, il y a toujours la question des droits, il faut renouveler un contrat, il faut repayer une avance. Donc, c'est pas si simple. C'est presque plus simple de créer la collection que de l'entretenir et de la tenir vivante. Et donc, là, se crée une sorte d'interstice, de vide, où nous, on peut reprendre des livres qui étaient chez d'autres éditeurs. Donc, c'est le cas de EPP, de Ferran Caranti, par exemple. C'est le cas de Léo Perrouch. Voilà, c'est pas ici au Québec, mais on a une dizaine de titres de Dany Laferrière en poche, toute son autobiographie américaine. Depuis l'odeur du café jusqu'à comment faire l'amour. Et ça, c'est du poche direct. Donc ça peut être du poche direct hein, avec l'auteur, du poche qui est repris on rachète les droits à un éditeur qui continue d'exploiter en grand format, ou ça peut être des livres qui sont plus exploités du tout en grand format, mais qui ont déjà une vie antérieurement. Et là, on apporte vraiment une richesse à cette collection. C'est aussi une manière de dire, euh, vous découvrez, vous connaissez aucun de nos auteurs, vous avez une culture peut-être un peu plus classique, mais vous connaissez pas tous nos auteurs. Si moi je reprends quelques classiques euh, que peut-être vous connaissez, quelque part, je vous fais signe. Je vous dis coucou, vous avez adoré ce machin-là. Eh bien, venez entrer chez Zulma et peut-être que vous allez faire d'autres découvertes. Et donc voilà, on essaie de faire plutôt classique 20e. On va pas vraiment en dessous du 20e, mais voilà, maintenant aujourd'hui on a un super recueil de nouvelles de Yvan Andrich, on a deux volumes de Cadaré. Alors voilà, on peut dire ce qu'on veut politiquement sur Cadaré, mais donc l'écrivain c'est magnifique et on a comme ça quelque chose qui est plus comment dire plus installé, qui est éventuellement plus connu d'une certaine tranche de lecteurs et qui peut les amener aussi à découvrir au reste de votre voilà. catalogue. Alors, en 2021, tu publies Timothée Morton, La pensée écologique. Et là, tout d'un coup, c'est une incursion dans les essais. D'ailleurs, on va mettre en marché cet automne un autre possible et possible de Arturo Escobar. Donc, pourquoi cette incursion dans les essais Tu nous as parlé de ta passion pour la littérature. Et puis tout d'un coup, tu passes à l'essai. Vous savez, ça vous aura pas échappé que on, on vit dans un monde qui est souvent de plus en plus égoïste, de plus en plus fermé euh, aux autres et à la diversité, un monde qui manque souvent de générosité. Et, euh, et moi, je trouvais que mon engagement disons, humaniste, politique, c'était aussi d'apporter toute cette diversité du monde en français. Et je trouvais que c'était un engagement hyper fort, quoi. Rendez-vous compte qu'un écrivain soudanais peut devenir votre plus proche ami ou sri-lankais ou de n'importe où dans le monde et que chaque personne est une personne, un autre être humain avec qui on peut avoir un milliard d'affinités et un milliard de différences, et que c'est ça qui est beau, c'est cette rencontre avec l'autre. Et moi, ça me semblait un engagement politique relativement fort. Et un jour, quelqu'un m'a dit, ouais, t'es pas du tout engagé, il y a des gens qui font des trucs engagés, toi, tu fais jamais rien et tout. Ça m'a super choquée, je me suis dit, mais putain, ce que je fais, c'est quand même hyper engagé, là. Et je dis, ok, c'est bon. Le défi était arrivé. Et
pour la lisibilité de la maison, je m'étais vraiment interdit de faire autre chose que de la littérature, au sens où dans les 15 premières années de Dumas, j'avais à peu près, je sais pas, 30 collections, plein de trucs les plus bizarres possibles. Euh, et là, je m'étais dit, on va faire un focus littérature uniquement. Et donc, je m'étais interdit de faire quoi que ce soit d'autre. Et finalement, je me suis dit, OK, prenons part au Au débat débat. Mhm. dans la cité et essayons de publier des voix, alors qui ont ceci en commun avec ce qu'on publie en littérature, c'est qu'en général, ils sont quand même un peu, Décentré. oui, décentrés ou ils sont pas marginaux, ce serait un peu exagéré, mais c'est quand même des voix originales par rapport au Au mainstream sujet. du sujet en question. Si on prend Timothy Morton, ben, c'est un écolo-punk qui nous parle de la tristesse, de l'écologie. Euh, c'est pas le discours qu'on a forcément l'habitude d'entendre. C'est un discours qui est euh, que je trouve passionnant. Et d'ailleurs, alors peut-être que vous n'allez pas comprendre ce qu'on vous raconte, hein. Désolée, mais au Québec, vous avez fait un accueil à notre collection essai qui est juste fabuleux. Là, je sais pas c'est quoi le ratio de chiffre d'affaires, mais vous explosez tous les On ratios. aime ces auteurs un peu, pas tout à fait à la marge, mais un peu différents aussi. Oui, mais je pense que c'est votre côté américain. Parce que je peux vous dire qu'en France, c'est beaucoup plus difficile. Au Québec, on a des pleines pages dans toute la presse pour saluer à peu près chaque nouvel essai qui paraît. En France, quand on a un autre filet dans le monde, putain, on est vraiment content. Et on n'est même pas sûr de l'avoir. C'est vraiment étrange alors que c'est des gens qui ont une notoriété internationale puissante. Mais en France, je sais pas, il y a une sorte de résistance au truc. Euh, L'âge de la colère de Pankaj Mishra, c'est-à-dire que si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe au Liban, la géopolitique internationale complexe comme elle est, lisez l'âge de la colère, vous allez voir, vous allez avoir mais je dis vous, lisez-le, machin, je devrais dire ça au libraire français, parce que généralement, manifestement, au Québec, ça a été plutôt lu, plutôt bien accueilli. Et donc, je suis pas certaine, c'est pour ça que voilà, je faisais tous des tours, que en France, je me rappelle expliquer à un journaliste, voilà, Pankaj Mishra, c'est passionnant, il montre comment un suprémaciste blanc américain a plein en commun avec un djihadiste syrien. Et je me suis fait traiter comment ça s'appelle, d'islamo-gauchiste ou de, je sais pas, de quelque chose. Et, euh, et le fait d'expliquer cette colère, d'expliquer que finalement c'était plutôt une lutte contre les promesses non tenues du capitalisme néolibéral plutôt que une quête identitaire pure et simple. Mais en fait, c'était pas du tout entendu. Ah oui. Et donc voilà, donc après, on a des lecteurs qui nous suivent hein, quand même. Je vais pas pleurer absolument, mais j'en profite pour remercier vraiment euh, le Québec de nous avoir entendus sur ce coup-là. Mais oui, c'était pour participer au débat de la cité et faire entendre une voix différemment et peut-être de manière plus cash que par les détours de la De la littérature. littérature. Alors, cet automne, tu publies Hubert Haddad, Symphonie Atlantique. Marcus Malte, Aux marges du palais, là, c'est une fable révolutionnaire. Là. Ouais. On voit le grand Marcus Malte. Et puis donc, tu avais publié Lire Lolita à Téhéran. Et là, donc, va sortir sous peu Lire dangereusement. Donc, c'est cette écrivaine iranienne que tu nous fais découvrir, Azar Nafisi. Là aussi, comment tu as décidé, comment est arrivée à toi cette écrivaine iranienne? Je pense que on doit être un des éditeurs à avoir le plus d'auteurs iraniens au catalogue. C'est pas qu'on en ait tant que ça, mais voilà, Zoya Pirzad, Nassim Marashi récemment, Mehdi Yazdani Horam. Euh,
Donc, quand l'agent a voulu remettre, disons, en avant l'œuvre d'Azar Nafissi, ils se sont adressés à nous, je pense tout simplement. Euh, et moi, j'ai trouvé que c'était un, un auteur vraiment, une autrice tout à fait passionnante, parce que euh, euh, d'abord, voilà, lire Lolita à Téhéran, vous l'avez déjà eu entre les mains, mais je trouve ça vraiment génial, ce cours de littérature clandestin où elle compare, euh, elle se demande qu'est-ce qu'un titre comme Lolita ou qu'est-ce qu'un titre comme un roman de Jane Austen ou de Fitzgerald. Qu'est-ce que ça apporte à des lectrices en Iran aujourd'hui? Et donc, on a ce petit comité d'étudiantes en littérature avec des filles euh, très traditionnelles, d'autres plus émancipées, d'autres très radicales, d'autres conservatrices. Voilà, on a, disons, socialement et politiquement, on a un panel assez divers. Et elles ont tout en commun ça, cette passion pour la littérature. Et donc c'est vraiment passionnant de regarder parce on fait plus jamais cet exercice d'avoir une sorte de groupe de lecteurs anonymes, une sorte de panel et où avec des gens très très divers, tout le monde pourrait raconter qu'est-ce que tel livre lui apporte. Et dans la foulée de lire Lolita à Téhéran, 10 ans plus tard, elle a écrit ce Lire dangereusement que je trouve vraiment passionnant. Passionnant pour la littérature, parce que encore une fois, c'est une manière d'essayer de comprendre ce que la littérature nous apporte. Et en gros, la littérature, elle, euh, elle donne voix à des gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est chouette l'empathie, c'est bien d'être en osmose avec quelqu'un, un personnage qu'on aime, avec qui on est super d'accord et tout. Mais en général, et avec les réseaux sociaux, et avec nos groupes d'amis, avec tout ça, on est toujours que en contact avec des gens avec qui on est d'accord, globalement. Et puis, quand on lit un roman, on peut se passionner pour un personnage qu'on déteste ou avec qui on serait pas du tout d'accord. Ou en tout cas, on peut l'entendre, on peut le voir, on peut découvrir des gens différents, des gens qui nous ressemblent pas, des gens, et même des gens qu'on pourrait détester ou des gens avec qui voilà, on n'est pas forcément d'accord. Et la littérature, elle fait ça. Elle nous donne cette diversité des voix, du monde, des sensibilités, et elle est aussi politiquement importante parce que ce que nous dit Hazar Nafissi, c'est que si on veut euh, combattre une idée ou défendre une autre idée, eh bien, il s'agit pas juste de la sonner à coups de marteau. Il faut comprendre pourquoi quelqu'un n'est pas d'accord, pourquoi quelqu'un a une opinion différente. Si on se contente de dire aux autres qui sont idiots, qui sont bêtes et qu'ils ont rien compris, on va jamais les amener à nous ou à cette idée qu'on pense être une meilleure idée. Pourquoi on les comprend? C'est pas bien en France, je sais pas, un tiers euh, des voix aux dernières élections sont allées au Rassemblement national. C'est quoi le truc? On va pas tous les tuer. Mais pourquoi les gens ils font ça? Pourquoi ils, ils ont ce comportement? Pourquoi ils ont ces idées? Pourquoi ils ont ce vote à la fin? Vote avec lequel je suis évidemment pas d'accord. Mais je vais pas leur interdire. D'ailleurs, c'est le truc de la démocratie, c'est que tout le monde a le droit d'exprimer toutes sortes de pensées, y compris et d'abord celles avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de comprendre si on a envie que ça change. C'est pas en assommant les gens qu'on va y arriver. C'est pas non plus en restant dans notre petit vase clos. C'est en essayant de comprendre ce qui se passe, pourquoi, comment. Mais la littérature, elle nous donne ça. Et donc, dans Lire dangereusement, l'autre truc rigolo, c'est que elle compare l'Amérique de Trump à l'Iran des ayatollahs. Donc, on a euh, les, les, les méchants Iraniens, bon, ça, c'était déjà connu, mais en fait, on voit aussi se passer dans un système normalement démocratique des errements qui ne devraient pas forcément avoir lieu. Et puis, dernière chose, eh bien, parmi la petite dizaine d'auteurs
que Casa Nafissi met en avant comme étant des clés essentielles dans la compréhension du monde et l'accès à la littérature. Ben, il y a Zora Neale Hurston, dont on a publié Mais leurs yeux dardaient sur Dieu, et qui est voilà une de mes écrivaines chéries. Et voilà, j'étais très très heureuse de la retrouver là. Donc ça fait un lien dans le catalogue aussi. Peut-être, Laure, avant que tu nous parles de quelques-uns de tes titres du printemps prochain, est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice que tu rêves de publier? Non, franchement, Gina, je peux pas répondre à ça. Alors, passons donc à ce que tu vas publier, quelques titres que tu vas publier ce printemps. Alors, en avant-première pour les libraires du Québec. Ça répond un peu à la question quand même. Mais Mais oui, si je vais faire un petit détour, c'est que il y a 2 ans, on a ouvert une librairie en Normandie, une petite librairie qui s'appelle Les Mondes de Zulma, qui fait concept store en même temps. Voilà, c'est 2 tiers livres et 1 tiers objets, papeterie, tout ça dans un côté le monde, quoi, la diversité du monde. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'assortiment de fonds, voilà, d'ouverture de la librairie. Et donc, une des spécificités de cette librairie, c'est d'avoir, en littérature étrangère, des micro-rayons par langue. Donc, on a un micro-rayon traduit du thaïlandais, traduit du croate, traduit de je sais pas quoi. Donc, et j'avais envie qu'il y ait un peu toutes les langues disponibles en français, et au moins 1 ou 2 ou 3 ou 10. Alors, il y a des tout petits bouts d'étagères, des fois un peu plus. Et donc, voilà, j'ai fait un énorme travail de brassage, de recherche pour essayer d'avoir cette jolie proposition pour la librairie. Et puis, quand les livres sont enfin arrivés, des fois, ils n'étaient pas arrivés. Donc, c'était par exemple euh, Wagenstein, le Pentateuque, ou les livres d'Isaac. Je m'étais dit, au moment du référencement, que j'avais vachement envie de le lire. Et c'est pour ça que je l'avais sélectionné, parce qu'évidemment, je n'avais pas lu tout ce qui est dans cette librairie. Et puis, d'un coup, le livre était pas là. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Vous l'avez pas commandé? Que se passe-t-il? Mais en fait, non, le livre était plus disponible. Et là, je me suis dit, tiens, plus disponible. Et j'ai eu un coup de cœur, parce que j'ai aussi essayé de faire l'effort, mais c'est pas toujours si évident que ça, d'avoir quand même un peu de parité dans ces rayons. Donc, il fallait des hommes et des femmes. Il fallait, voilà. Donc, on avait toutes les langues du monde et il fallait qu'on ait un peu de diversité aussi. Et donc, dans le rayon de littérature catalane, il y avait Mercè Rodoreda. Et là, moi, j'ai jamais lu, et tout ce que j'en lisais avait l'air vraiment bien. Et pareil, je me suis précipitée quand les livres sont arrivés. Et j'ai eu un coup de foudre absolu pour cette autrice catalane qui est vraiment une sorte d'icône romancière cultissime, avec à la fois des titres parfois un peu étranges et surréalistes, mais surtout des histoires de femmes. On l'a comparé des fois, puis là vous allez oublier tout de suite ce que je vais dire parce que c'est vraiment le truc le moins vendeur du monde, mais on l'a comparé un peu à Virginia Woolf, en disant que dans ses livres, des fois, c'est des Mrs. Dalloway, mais qui sont vendeuses de fleurs, quoi. Euh, Pas des chics bourgeoises. Euh, En tout cas, elle a des histoires d'amour incroyables. Et on est beaucoup dans la tête de quelqu'un, qui se passe des trucs. Et, voilà. Et on a, j'étais tellement, tellement contente quand j'ai découvert qu'il y avait non seulement il y avait on se réjouit du malheur des autres, hein, donc je me suis réjouie de voir qu'il y avait un certain nombre de ces livres qui n'étaient plus disponibles, et puis il y avait surtout un roman d'elle qui n'avait jamais été traduit en français, qui s'appelle Le Jardin au bord de la mer. Non, Le Jardin, si, Le Jardin au bord de la mer, et Un jardin sur la mer, et qui est un livre mais tellement beau, avec un c'est un vieux jardinier qui s'occupe d'une grande propriété euh, en Catalogne, au bord de la mer.
Et donc, ce jardinier, ben, il a tous ses secrets, toute sa vie, ses tristesses, ses deuils, ses machins. Et il a cette passion pour le jardin. Et la propriété est rachetée par un jeune couple qui va passer 6 ans de suite ses étés dans la maison avec leur petite bande d'amis, machin. Puis tous ces gens ont, ont plein d'histoires et donc les histoires sont vues à travers le regard du vieux jardinier qui soit a une observation directe, soit a le gossip de la femme de chambre ou de la cuisinière et à travers ce regard un peu voilà de côté on a à la fois voilà toute son histoire à lui et puis l'histoire de ces gens sur 6 ans avec toutes les évolutions, c'est tellement beau. Et puis il est toujours là en train de soigner ses plantes, ses fleurs et voilà, moi j'adore l'histoire de jardin. C'est une grande dame de la littérature catalane et moi voilà, je pensais à une figure un peu comme Goliarda Sapienza. Enfin là, c'est ces grandes dames un peu dans les photos en noir et blanc et qui écrivent des livres qui nous emportent parce que c'est à la fois euh, notre cœur hyper romanesque et en même temps une poésie, une langue, une écriture et puis voilà un magnifique personnage. Donc ça, c'est un livre pour le printemps. Pour janvier. Pour janvier. Alors, on a encore quelques minutes. As-tu un autre titre? Parce que finalement, ce qui est merveilleux de bon matin, c'est de se faire raconter des histoires comme tu le fais alors. Hein. Oui, c'est pas pour vous endormir, c'est pour mais on n'est pas endormi du tout. Au contraire, ça va faire notre journée là. On a, vous vous souvenez, ce premier roman de Nassim Marachi qui s'appelait L'automne et la dernière saison, qui était l'histoire de ces 3 amis en Iran aujourd'hui. Et là, on a son deuxième roman qui s'appelle La mer des palmiers. Et c'est une histoire de, oh, de bébé, de maternité, mais pas seulement. C'est l'histoire d'une famille qui a perdu un enfant pendant la guerre en Iran-Irak et qui n'arrive pas à se reconstruire après ce deuil. Et à un moment, le père et la mère se disent le seul moyen finalement c'est d'avoir un nouveau petit garçon parce que on n'arrivera jamais à oublier celui qui est mort et peut-être que voilà d'avoir un nouveau bébé. Alors ça devient une sorte d'idée fixe et le père part travailler au Koweït, sa femme est enceinte et finalement il revient quelques jours après l'accouchement et c'est là il y a un beau petit garçon qui est là, un bon gros bébé joufflu et le père est fou de joie, voilà, c'est son fils, son bébé, machin. Et la mère est dans un désespoir qui va aller croissant et on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Et donc on va avoir toute les péripéties de cette famille avec plein d'allers-retours dans le temps. Et le roman commence quand cette femme en fait s'est réfugiée dans une sorte de d'île au milieu des marais. Et là, elle s'est prise des passions pour des palmiers. Tout a été détruit par la guerre. Et il y a ces palmiers à moitié calcinés qu'elle essaye de faire revivre. Et voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la mer des palmiers. Mais c'est super beau, c'est super poignant. Et ça nous emmène aussi au cœur de cette famille iranienne, avec évidemment plein de choses comme chez nous et plein de choses pas comme chez nous. Ben merci. Alors peut-être en terminant, tu as fêté donc tes 30 ans, puis tes 15 ans de refondation. Et là, qu'est-ce que c'est pour toi parce que je lisais il y a pas très longtemps que en France, en ce moment, la littérature étrangère, c'est un peu compliqué. Quels sont les défis que tu entrevois pour toi, pour ta maison, une maison indépendante comment tu vois les 10, 15, 30 ans à venir? Ça, c'est une vaste question. J'avoue que je sais plus. Je sais plus comment on avance dans tout ça. Moi, je pense que la seule la seule chose qu'il faut
pas qu'on oublie, et c'est la première et la dernière chose à laquelle je me raccroche, c'est de continuer de parler à nos lecteurs, continuer d'avoir euh, un dialogue direct avec, disons, les lecteurs libraires et les lecteurs-lecteurs. Et je pense que c'est vraiment important de, et c'est le seul vrai truc auquel on peut se raccrocher. Comment toi tu lis les lecteurs libraires? Bon, avec ton, on voit bien que, puis on le voit sur ton site aussi, les lecteurs libraires te parlent régulièrement. Mais les lecteurs, comment est-ce que tu les rejoins? Est-ce que c'est les salons du, comment est-ce que tu fais pour, on t'écrive? Non, mais on a découvert un truc pendant la pandémie. C'était, comment vous appelez ça, vous? Nous, on appelle ça des newsletters. Des infolettres. Des infolettres, voilà. Donc, pendant la pandémie, moi, j'étais folle. Et je me suis dit, mais personne va m'empêcher de vendre des livres, personne va m'empêcher de les promouvoir, personne va m'empêcher d'être encore éditrice, même si toutes les librairies sont fermées. Et on a fait pendant toute la durée de la pandémie une infolette qui était tous les 2 jours. Donc ça s'appelait des nouvelles pour échapper aux nouvelles. Je m'étais dit, on a plein de nouvelles dans le catalogue. Tous les 2 jours, on va offrir une nouvelle. On va raconter un peu l'histoire de l'auteur. Et puis, on va faire découvrir un auteur et une de ses nouvelles. Je sais plus combien de numéros on a fait. On pensait qu'on allait faire ça pendant 15 jours. Hein. On a fait ça, je sais pas combien de numéros. C'était dingue. Et alors, on a eu un nombre d'abonnés à cette newsletter qui était Incroyable. ahurissant. Et, euh, et on s'est dit, mais c'est vraiment, il faut qu'on apprenne à parler aux gens. Et moi, j'aime bien cette newsletter parce que on n'est pas. Évidemment, on travaille aussi sur les réseaux sociaux, c'est très important, voilà. Mais non, mais je veux dire, on est victime toujours de l'algorithme qui détruit tout ce qu'on fait au fur et à mesure. Et ben voilà, une newsletter, une infolettre, vous vous abonnez, elle arrive dans votre boîte aux lettres et on se parle directement. Et donc aujourd'hui, on a une newsletter qui s'appelle La somme de nos folies, qu'on envoie toutes les semaines et qui est très très lue en fait. Et on a je trouve que c'est une manière de lien. C'est pas une infolette commerciale avec euh, on parle d'un livre qu'on a aimé, évidemment qu'on a envie de le vendre, mais c'est une manière de partager quelque chose d'authentique avec nos lecteurs, qui soient lecteurs, libraires. Mais je pense que c'est le seul truc auquel on se raccroche, c'est que si on veut continuer à pouvoir publier des livres, euh, il faut pas se moquer du monde. Il faut avoir des livres qui vont vraiment faire une différence auprès des lecteurs, qui vont être... quand je dis important, ça veut pas dire le dernier chef-d'œuvre. Forcément, il y a plein de livres qui nous font super plaisir, qui sont pas les chefs-d'œuvre de la littérature, mais qui sont des vrais bons livres qui nous parlent, qui nous donnent de l'émotion, qui nous donnent du cœur, de la générosité. Et je pense que ça, c'est le dernier truc auquel on peut se raccrocher, c'est que la lecture, ça reste un, comment dire, un moment formidable et que même des gens qui lisent pas beaucoup peuvent se mettre à lire, que les livres que je publie sont pas des livres élitistes, donc on n'a pas forcément que des gros lecteurs qui lisent nos livres. On peut aussi avoir des lecteurs plus volatiles, plus passagers. Et je pense que donner quelque chose d'authentique, c'est c'est ce qui est le plus important, de pas mentir, d'être et ça, c'est la dernière chose à laquelle je trouve que on doit se raccrocher parce que bah, les gens ont moins d'argent, moins de temps, il y a une sorte de défiance généralisée où plus personne fait confiance à personne, c'est un peu bizarre, mais au moins euh, essayer de faire confiance à Zulma. Nous, enfin, après, je veux dire, je sais que tout le monde va pas aimer tous nos livres, hein, c'est normal. Hein. Mais je pense pas que quelqu'un pourra dire c'est un mauvais livre ou c'est
une arnaque ou un faux truc. On peut beaucoup l'aimer, on peut l'adorer, on peut ne pas avoir accroché, ça arrive aussi. Mais je pense pas on pourra jamais nous taxer de fourberie, de mensonges d'escroquerie. Et je crois que ça, c'est important, c'est cette confiance qu'il faut maintenir et de dire des vrais trucs à des vrais gens à propos de vrais livres. Et puis je pense qu'on a vraiment, je reprendrai ce que Marie Barditjian dit, on a tous besoin qu'on nous raconte des histoires. Et quand même, les textes de Zulma, tu le dis toi-même, ce sont des histoires. Et c'est ça qui est extraordinaire. On rentre dans une culture qui n'est pas la nôtre. On découvre des personnages qui sont ou près ou très loin de nous. C'est un beau défi, un beau pari. Alors Laure, on te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps d'être venue rencontrer via une caméra les libraires québécois qui défendent tes livres. Ceux qui ne sont pas abonnés à l'infolettre, je vous invite à le faire. Ça va venir toutes les semaines et c'est toujours un grand moment de lecture. Alors, merci à tous et à toutes. Merci Laure, merci Jean-Baptiste à la technique. Puis nous, on a un petit public qui est composé de Marine et d'Erika. Alors, on les remercie et puis à très bientôt. Et ben moi aussi, je vous remercie beaucoup. Puis je vous souhaite une bonne journée.